Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour moi sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi, cette semaine, Éléonore Sarrazin. Bonjour Éléonore. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Alors, c'était comédienne. Oui. Le grand public t'a découvert à partir de 2016 dans Plus belle la vie, série dans laquelle tu tenais le rôle de Sabrina. C'est ça. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es au théâtre en ce moment, dans une pièce qui s'appelle Smile, qui a été écrite par Nicolas Nebaud et Dan Ménage. Et tu vas surtout être à Avignon, à partir du quoi, 23 juin 29 juin. 29 juin jusqu'au 21 juillet. Voilà, donc là, tout l'été, tout le début de l'été. Est-ce que tu peux nous présenter cette pièce? Alors, c'est une pièce, généralement, on la pitch en disant que ça raconte l'histoire de quand Charlie est devenu Chaplin. C'est un événement de la vie de Charlie Chaplin qui est donc raconté avec des effets de mise en scène qui sont assez impressionnants, dont certains sont complètement inédits. C'est une pièce en noir et blanc. Comment on fait une pièce en noir et blanc? Ça, je peux pas te le raconter. Il faut venir voir. Il y a forcément tout plein de petites astuces qui font que c'est assez bluffant. Moi, j'ai rejoint cette troupe qui avait déjà commencé depuis plus d'1 an à jouer ce spectacle. Donc, je l'ai vu avant de jouer dedans. Et c'est absolument merveilleux comme pièce. Il faut aller la voir. Tu nous l'as bien vendu. Ton rôle dedans? Je joue la jeune fille qui a un prénom. Elle s'appelle Etty. Je crois que je peux pas en dire beaucoup plus, sinon je révèle l'histoire. La suite, pour toi, il y a d'autres projets? Il y a plein de projets. Là, en ce moment, je viens de commencer. Alors, je commence à faire mes petites armes dans les voix. Là, je suis en train de faire des voix guides pour des dessins animés. D'accord. Et c'est vraiment chouette. J'avais jamais fait ça. Et de pouvoir jouer avec cet instrument sans avoir à se soucier de tout le reste est aussi assez libérateur. On va arrêter de se projeter dans le futur. On va regarder derrière. On va se remémorer ensemble donc, tes souvenirs d'écolier. Déjà, où est-ce que tu as grandi? À Paris. Donc, tu as une enfance parisienne. Paris, 18e. Et ton enfance, là-bas, c'était comment? Des bons souvenirs? Oui, plutôt. Plutôt. Tu dirais que tu as eu une enfance heureuse? Oui. Oui, bien sûr. Après, certains qui me connaissent savent que j'ai grandi avec des parents qui étaient assez connus, donc c'est vrai que... Alors, voilà, j'allais en parler plus tard, mais bon, allons-y directement. Qui étaient tes parents, alors? Alors, mes parents étaient Ariane et Rémi. Ariane, comédienne devenue animatrice télé dans le Club Dorothée. Oui, on la connaît tous. Et mon papa, Rémi, musicien, bassiste, qui a été du coup bassiste dans Les Musclés, derrière Dorothée. Donc c'est ce qu'on les a regardés, ma génération les a regardés longtemps à la télé. Du coup, c'était particulier d'avoir des parents connus. Une enfance assez exceptionnelle. Je savais que la façon dont les gens réagissaient à mes parents n'était pas la même qu'à presque tous les autres parents de la classe. Donc forcément un peu spécial, mais je connais rien d'autre et je pense que j'ai été aimée et amusée et distraite et tu penses que ça te servait ou ça te desservait? Ça dépend dans les situations. Ça m'a plus desservi que servi, je pense. Mais j'ai jamais été en colère ou en rébellion face à ça. Je savais que c'était simplement comme ça. Et en soi, on était quand même assez joyeux chez moi. Donc, en fait, surtout ce que ça faisait, c'est que tu pouvais pas passer inaperçu, quoi. Moi, si. Moi, si, j'ai des souvenirs d'être à l'aéroport ou à la plage ou des choses comme ça, où tout de suite les gens étaient très concentrés sur mes parents, forcément. Et quand on est enfant, à ce moment-là, souvent, on se fait protéger, en fait, et du coup, un petit peu mettre en arrière ou de côté ou surveillé par quelqu'un d'autre, un petit peu séparé de ses parents à ce moment-là. Je savais qui te surveille alors s'il y a des mouvements de foule et qu'on les reconnaît? J'avais forcément il y avait toujours quelqu'un qui était là pour s'occuper particulièrement de nous au cas où il arrivait ce genre de choses. Tu avais des frères et sœurs? J'ai un grand frère à qui, pour le coup, qui a été frappé beaucoup plus, on va dire, violemment que moi par tout ça, parce qu'il est né en 89. Ouais, donc c'était moi en 94, donc ça venait de s'arrêter quand je suis rentrée en maternelle. D'accord. Alors que lui a fait quand même une grande partie de sa scolarité quand nos parents étaient encore à la télé tous les jours. Et comment lui, il l'a mal vécu? Je pense pas que maintenant, après c'est compliqué de parler à sa place, mais je pense pas que maintenant il regrette quoi que ce soit. Encore une fois, c'était juste comme ça. Par contre, je sais qu'il a eu 2-3 expériences vraiment malheureuses avec des gens qui étaient méchants et jaloux.
Oui, donc il est peut-être été un peu plus pointé du doigt lui que toi, quoi. Oui, clairement. Mais quand tu rentrais à la maison, tout ça s'arrêtait et c'était une ambiance très joyeuse. Oui, oui, on était bien chez moi quand on était petits. Et avec ton frère, vous étiez complices? Plutôt, après lui, pour le coup, pour parler de parcours scolaire, il est parti en pension pendant 6 ou 7 ans. Ah oui. Ah oui, donc toi, t'as été élevée presque en enfant unique, alors? Presque. Après, j'étais... ça, pour le coup, c'est la vraie particularité de mon parcours scolaire. J'étais danseuse depuis très jeune. Du coup, j'ai été élevée avec toute une troupe de petites danseuses. Donc, j'avais plein de sœurs. En fait, pas vraiment des sœurs. On s'appelait... on avait toujours une petite mère et une petite fille. Donc, on avait ces espèces de dynamiques familiales comme ça qui étaient recréées à la danse. Donc pas enfant unique non plus, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvés vraiment avec mon frère. Lui, il venait d'avoir son bac, moi je rentrais au lycée. Ce qui est une période un petit peu compliquée pour avoir deux ados qui se rencontrent. Lui avait notamment reçu une éducation scolaire très disciplinée en pension et moi j'étais en horaire aménagé. Donc tout le monde savait que dans tous les cas, tout ce qu'on attendait c'était l'après-midi de partir faire notre sport de prédilection et l'école ça passait un petit peu au second plan pour nous quand même. T'étais quel genre d'élève? Je sais pas, il y a quoi comme option? Il y en a plein, mais tu peux être très sage, très disciplinée, studieuse. Non, j'étais plutôt bavarde mais discrète. J'ai jamais porté trop d'importance aux devoirs à la maison. Tu faisais pas tes devoirs? Non, clairement pas, voire du tout. Mais non, je faisais le strict minimum d'attention pour justement pouvoir garder, parce que j'avais quand même des parents qui s'attendaient à avoir des bons résultats. Donc j'étais assez attentive pour me souvenir d'assez de choses pour être bonne au contrôle. Tu passais quoi? Voilà. C'était dans la moyenne? Mais sans trop d'efforts en réalité. Et la danse, du coup, tu commences à quel âge? J'ai commencé à 3 ans. Ah oui. J'ai commencé à faire des concours de danse à 6. J'étais engagée dans ma première compagnie à 12. Donc c'était vraiment... Et tu faisais un collège où c'était où il y avait comme le sport-études pour la danse? Oui, c'est ça. Horaire aménagé, sport-études. Et ça, c'était dans le 18e aussi? Non, je suis partie du coup après ma 5e, 4e, 3e, j'ai fait un horaire aménagé. Où j'étais la première année au Jeune Ballet de Paris. Et après, j'étais à l'AID, l'Académie internationale de danse. Je ne connais pas du tout, mais voilà. Ça a l'air prestigieux dans l'appellation. Écoute, je faisais 25, 30, puis 35 heures de danse par semaine en tenant une éducation scolaire normale. Donc, ouais, c'était un sacré rythme en tout cas. Et à quel moment ça s'arrête la danse alors? Ça s'arrête fin de 3e pour moi. Ça s'arrête, ça s'est jamais réellement arrêté, je danse toujours. Mais à 35 heures de danse par semaine, il y a un moment où le corps est fatigué, même à 12-13 ans. Et j'étais très intéressée par les langues, donc je voulais faire un lycée qui offrait plein d'options de langues. Et c'est là que j'ai arrêté l'horaire aménagé et je suis partie en lycée normal. Il n'y avait plus le rêve d'être danseuse? Non, il y a des caractéristiques physiques très spéciales qu'il faut cocher pour être danseuse. Comme quoi? Avoir les pieds d'une bonne forme. Moi, par exemple, j'ai pas le coup de pied qui fait la jolie ligne. Donc, j'ai toujours appris à tricher pour que ce soit joli. Mais professionnellement, je remplissais pas les critères stricts pour rentrer ni à l'Opéra de Paris, ni même dans des grosses compagnies. Et ça, t'en as pris conscience à 12-13 ans, alors? Ouais, assez jeune. De toute façon, les tours pour rentrer à l'Opéra de Paris, je crois que c'est 7 et 12 ans. Donc si à 12 ans, on n'est pas rentré à l'opéra, on sait qu'on ne fera pas l'opéra de toute manière. Et après, on se pose les questions. Est-ce qu'on a envie de continuer là-dedans, quitte à avoir à se battre pour se faire une place dans une compagnie ou pas? Ça veut dire qu'à 12 ans, tu dois déjà choisir ta carrière dans la danse ou pas, quoi? Oui. Tu es déjà amenée à prendre une grande décision, finalement. Mm-hmm. Et tu l'as prise toute seule? Oui, mais je l'ai pas... Tu t'es fait conseiller par tes parents? Non, il y a surtout un moment où je savais que c'était trop. 35 heures de danse, c'était trop. Donc, et puis j'avais un petit peu envie d'être normale, dans un sens. Parce que des gens en horaire aménagé, il n'y en a quand même pas beaucoup. Je crois qu'il y a 3 ou 4 collèges qui font ça à Paris. Donc j'avais envie d'aller à l'école comme tout le monde et avoir une expérience scolaire un petit peu plus normale, en réalité, pour le lycée. Du coup, je suis allée en lycée public. C'était la première fois que j'étais en école publique aussi. Et voilà, ça s'est bien passé, justement? Ouais. C'était un sacré jump parce qu'on était, je crois, 18 ou enfin une vingtaine dans ma classe en horaire aménagé.
assez privilégiée. Et je suis arrivée dans un lycée, en plus, le rectorat a fait que c'était un petit peu compliqué pour moi de rentrer parce que le passage a été très long. Je suis rentrée, je crois, le 11 ou le 12 septembre à l'école cette année-là parce un petit peu décalé, ouais. J'avais pas eu mon affectation, c'était très compliqué. Ma mère avait attendu pendant des heures au rectorat. Bref. Et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Si tu t'es bien intégrée. Oui, le passage c'est ça. Pour la première fois en public. Et du coup, le premier jour, j'étais déjà la nouvelle. Et en plus, j'arrivais dans une classe où ils étaient 36. Chose que j'avais jamais connue. Et à 36, très vite, il y a des couvertures de calculatrices qui sont jetées. Il y a des c'est quoi la réponse à la B? C'est ça. Ok, merci. Ça, t'avais jamais connu? Non, on était assez disciplinés quand même jusque-là dans mes classes. Et ça t'a fait du bien au final? Ouais. Ah oui, c'est drôle. Un peu de liberté aussi? Ouais, jusque-là, l'école, c'était pas très fun. Il fallait y aller et passer le temps qu'il fallait y passer. Mais non, là, c'est devenu fun. Est-ce que, je crois, hein, mais tu me dis si je me trompe, t'as été un peu victime de harcèlement à l'école? Moi, j'ai sauté une classe. Donc, je me suis retrouvée dans une classe où tout le monde était plus vieux que moi. Très vite, on est pointé du doigt. En plus, j'étais la danseuse classique de l'endroit. J'ai sauté le CM1. D'accord. Le CM2, ça a été très compliqué parce qu'en plus, on m'a un petit peu dit si tu as vraiment mérité d'être là, tu vas te débrouiller pour tenir la cadence. Donc, il y a plein de choses que j'ai un petit peu dû apprendre toute seule parce que les gens étaient déjà passés à autre chose, notamment les divisions. Je sais que ça a été un vrai sujet. Toute seule? Ouais. Alors, toute seule ou pas, forcément, j'ai demandé à des adultes de m'expliquer comment on faisait, mais c'est pas un professeur à l'école qui m'a appris à faire des divisions, par exemple. Parce que c'était quelque chose qu'on apprenait en CM1, et vu que j'avais pas fait le CM1... C'est grave de pas t'apprendre ça. En fait, c'était comme ça, en tout cas. Mais après, oui, forcément, quand tu te retrouves dans une classe où tout le monde est plus vieux, où il y avait certains garçons qui étaient un peu plus dissipés, qui, eux, avaient tout de suite 2 ans de plus que moi s'ils avaient redoublé, 3 ans de plus que moi s'ils avaient redoublé 2 voix, ça existait déjà. Là, très vite, j'étais un peu la petite fille, un petit peu danseuse classique, peut-être qui avait l'air un peu sage. Un peu coincée. Je ne l'ai jamais été vraiment, mais j'ai toujours été assez douée pour avoir l'air sage devant les profs, en tout cas. Du coup, oui, on s'est un petit peu moqué de moi. Mais... Et ça a duré... l'école primaire et après c'était terminé? Oui, mais c'est surtout qu'à ce moment-là, les garçons ont un développement quand même beaucoup plus chahutant et puis très axé du coup sur les relations filles-garçons et comment ça se passe et le corps de l'autre, tout ça, alors que moi, je n'étais pas du tout prête pour ça. Et c'est peut-être ça qui a été le plus violent en réalité en regardant en arrière maintenant. Et si je te demande un souvenir d'écolier précis à nous partager spontanément, qu'est-ce qui te vient en tête? C'est fou parce que j'ai regardé les émissions du coup avant de venir et... On ne copie pas les autres. Non, mais la seule réponse qui me venait, c'est Monsieur Chasseur. Alors il se trouve qu'il s'appelait Monsieur Chasseur, c'était un prof d'anglais en seconde. Et en seconde, moi je voulais être en européenne, mais vu que j'arrivais de l'horaire aménagé, ils m'ont dit non, c'est trop d'heures de cours d'un coup. Et du coup, l'anglais était hyper important pour moi, mais c'était mon prof d'anglais, j'avais pas eu le droit à l'européenne, mais du coup, je m'accrochais très fort à ce prof-là. Et il était génial. Même, il laissait personne sur le carreau. Il nous demandait tous les jours comment on allait, de faire un point sur l'actualité. Les cours, c'était aussi de temps en temps de traduire des chansons, de la pop du moment. Oui. Vraiment très décomplexé, il avait une manière d'intéresser, très détendu. Ouais. Et plus actuelle, en fait, qui ancrait plus dans la réalité des... Oui, et puis qui s'intéressait à nos personnalités aussi et à ce qu'on avait à dire. Ce qui pour une langue qu'on apprend, où après on est censé être à l'aise pour s'exprimer, c'était très important aussi d'aller chercher nos mots, je pense. Aujourd'hui, tu es comédienne. Oui. Plus jeune, il y a un autre métier qui te faisait rêver, j'imagine, danseuse. Est-ce qu'il y en a eu un autre aussi? Oh, plein. Toute petite, je pense que la première fois que j'ai dit « Maman, je veux être », c'était boulangère. Ah ouais? Parce que j'aime le pain. J'avais pas compris qu'il fallait se lever à 4h du matin. Ça t'a freiné direct. Après, j'ai toujours été très intéressée, vu ma relation au corps de par la danse. J'ai vu les dégâts que la danse pouvait faire sur les corps des jeunes femmes. À haut niveau, il peut y avoir, même à 10, 12, 13 ans, des gamines qui sont au régime, qui sont mises au régime par leur mère.
Ma mère a toujours refusé, m'a toujours menacée en me disant « Attention, si tu fais trop attention à ce que tu manges, tu arrêtes la danse tout de suite. » Donc c'était plutôt une menace inverse. Mais j'ai vu des mères éponger les haricots verts de leur fille parce qu'il ne fallait pas, parce qu'il y avait les concours qui arrivaient bientôt. Donc la nutrition, en fait, ça m'a beaucoup intéressée. C'est vrai ? Donc très jeune, de ce fait, à 10 ans, j'imagine. Oui. La nutrition, je voulais être ostéopathe, pareil, parce que je savais ce que c'était que d'avoir mal au corps. Et après, rapidement, j'ai voulu faire de l'anglais. Je voulais être traductrice ou interprète. Je suis même allée à la fac pour faire un petit peu d'anglais. Et puis après, je me suis rendue compte. Mais ça arrive quand, la comédie, alors, dans ta vie ? Juste après mon bac. Tiens, c'est drôle, je crois que c'est une histoire que je raconte beaucoup, mais je crois que je n'ai jamais raconté comme ça. Ma mère était malade et ma mère est retombée malade. On l'a su le lendemain de ma dernière épreuve de bac. D'accord. Et du coup, ça a tout à coup annulé tous mes plans de vacances. Et elle m'a dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire ? Et c'est elle qui m'a proposé, qui m'a dit, tiens, t'es sur scène depuis que t'es toute petite avec la danse. Ton truc, c'est clairement l'anglais, tu veux faire de l'anglais. Et ce que tu veux faire, je sais qu'au cours Florent, il y a des stages de théâtre en anglais. Est-ce que ça te dirait ? Oui, pourquoi pas. Et en réalité, j'y suis allée et je suis tombée absolument folle dingue de la prof, qui était la chef du département d'anglais du cours Florent. Et c'est elle qui m'a vraiment poussée à faire les 3 ans en anglais. À la base, tu y allais pour faire... À la base, j'y allais pas du tout. À la base, j'allais à la fac, je faisais un stage d'1 semaine et j'avais pas du tout l'intention, à la rentrée, je devais faire la fac, je n'avais pas du tout l'intention d'aller faire des études de comédienne. Et en fait, cette femme, du coup, Isabelle Dupéret, m'a vraiment accompagnée jusqu'au terme de ma 3e année. Elle m'a aidée elle m'a formée pour faire les concours internationaux. J'ai fait une école de théâtre en anglais. Donc, en fait, toute ma formation de comédienne, je l'ai faite en anglais. Exclusivement. Et c'est vraiment par cette porte de l'anglais qui m'intéressait que je suis devenue comédienne. Et est-ce que tu as joué en anglais après ? Oui, on a fait une pièce quand j'étais à Londres, à l'Arcola Théâtre, du coup, à l'époque. Et après, oui, après, c'est plus des courts-métrages et des petites choses. J'ai jamais vraiment travaillé en anglais, à part là, du coup, maintenant, les voix guides que je fais pour les dessins animés, c'est en anglais. Ça reste toujours aussi un objectif dans un coin de ta tête de jouer en anglais ? J'adorerais. Ouais, toujours. J'adorerais, je pense que... Même sans vouloir être comédienne, j'avais vu un reportage sur Clémence Poésie, qui joue... Je vais m'en vouloir toute ma vie. Fleur de la cour, dans Harry Potter. Ouais. J'étais très Harry Potter en grandissant. Et j'avais vu que Clémence Poésie était française, qu'elle avait joué en anglais et qu'elle s'était doublée elle-même. Et sans trop me l'avouer, c'était mon objectif dans la vie. Ok. Et ça, c'est toujours l'objectif ? C'est toujours l'objectif, j'adorerais, oui. On évoque la série qui a changé ta vie ? Ouais, si tu veux, avec plaisir, toujours. C'est Plus belle la vie. Ouais. Donc comment t'intègres le casting ? En rentrant de Londres, j'ai envoyé plein de messages pour essayer de trouver un agent. J'ai trouvé un agent qui était intéressé par moi. J'ai passé un premier casting qui était totalement pour autre chose. Et le directeur qui était pour Camping Paradis. D'accord. Où là, je devais faire une jeune fille de 17 ans, où j'étais arrivée du coup avec un sweat à capuche et en Converse, voilà. Et c'est ce directeur de casting-là qui m'a demandé de revenir 3 semaines après, où mon agent à l'époque m'avait dit « Ah, c'est Plus belle la vie, t'es vraiment pas obligée de le faire. » Je dis « Non, on me demande de venir, bien sûr que je vais y aller, par respect. » Et là, à ce moment-là, du coup, c'était pour Sabrina, qui était un personnage vraiment haut en couleur. Et j'y suis arrivée avec mon gros slim, avec les talons et le gloss et le frou-frou de partout. Et le mec m'a pas reconnue. Je suis là, bah cool, ça veut dire que mon objectif est atteint. Et j'ai passé mon audition et on m'a prise et c'est allé très vite. À ce moment-là, j'étais du coup entre mes études à Londres et mon retour à Paris, tout ça. Donc j'étais hôtesse au salon des dentistes, en train de regarder des abcès gingivales sur écran de cinéma dans des grosses salles de conférence, quand j'ai reçu l'appel. Excuse-moi, tu me remplaces 2 secondes, oui, ok. Et je suis sortie 2 secondes et on m'a dit bah, t'es prise, dans 48 heures, il faut que tu sois à Marseille. Ah oui. Et 48 ah oui, c'était immédiat, tard, oui. Ouais, j'étais à Marseille. Il fallait pas que tu aies autre chose de prévu, quoi. Non. Non, mais après, ils te demandent. Quand tu passes le casting, ils te demandent... Si t'es disponible, ouais. Ok. Et tu pars pour 6 saisons ? Non, je pars pour 3 semaines. Mais, Je pars pour 3 semaines et on me dit tiens-toi disponible pour 4 mois.
on verra. Et du coup, je me suis tenue disponible pendant 4 mois et c'est des contrats d'1 mois et demi, donc on ne sait jamais... Ah, à chaque fois? Ouais. Notre personnage peut mourir, on peut décider de partir, on peut avoir un autre projet qui prend le dessus, on est relativement on est plutôt libre de rester, partir. Oui, ils peuvent réécrire selon... Personne n'est resté 12 ans, certains 18, même plus maintenant. Toi, t'es restée jusqu'à la fin? Je suis restée jusqu'à la fin du premier volet, ouais. Et c'était comment, l'ambiance de fin? Ça a été dur de l'apprendre. Moi, je suis arrivée, l'esprit de famille était déjà créé. Ça faisait 12 ans qu'elle existait, cette série. Mais j'ai été accueillie et j'ai eu du coup après la chance d'accueillir d'autres gens. Et il y avait une vraie chaleur autour de ce projet. On travaillait tous tellement vite. Et on essayait tous de faire de notre mieux dans le temps imparti, qui était très court, que forcément ça crée des liens d'urgence. Et on était tous loin de chez nous. Oui. Du coup, on devient tous la personne dont la personne a besoin quand elle a besoin d'une personne. C'est vraiment pas clair comme phrase, mais... Si, mais je comprends ce que tu veux dire. Il y a l'obligation de créer des liens entre vous, puisque de toute façon, vous êtes isolés, donc... Oui, et de traiter la personne comme on aimerait qu'on se traite. On a tous reçu des nouvelles terribles quand on était au travail, mais une demi-heure plus tard, il faut être retourné sur le plateau. Et du coup, c'est des liens qui sont très forts, et entre nous, comédiens, mais aussi avec les techniciens qu'on voit et revoit et revoit et revoit. Ça, les téléspectateurs sont pas au courant que c'est les mêmes personnes qui sont derrière la caméra depuis 18 ans. Et pour eux, parce qu'on sait que dans le Sud, il y a quand même beaucoup moins de travail pour les techniciens. Et pour nous, qui avons eu la chance d'avoir un personnage qui nous était plus ou moins attribué, avec lesquels on a grandi pendant quelques mois, voire 18 ans pour certains, forcément, de savoir que ça va s'arrêter, ça fait un petit coup, mais après, on a bien fait la fête. On a bien respecté la série, on l'a amenée jusqu'à la fin, dans la joie et la bonne humeur. Et j'étais très contente de pouvoir fermer le rideau sur cette aventure. Là, on a vu qu'il y avait la suite sur TF1. Ouais. Est-ce que tu aimerais faire partie de cette aventure? Ils nous ont tous appelés pour nous dire ça va reprendre. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai créé des liens très très forts avec celui qui est devenu mon amoureux de fiction, Thibaut Vanek, le rôle de Nathan. Et je sais qu'on a créé une jolie histoire tous les deux. Donc je leur ai dit que pour l'instant, j'étais sur autre chose, que je n'allais pas courir pour retourner dans ce rythme où, mine de rien, on est loin de chez nous pendant la plupart du temps. Mais que je serais toujours ravie d'y retourner. S'ils avaient des histoires à raconter avec mon personnage, je serais ravie d'y retourner. De préférence avec Thibaut. Parce que je pense que maintenant, nos personnages vont pas vraiment l'un sans l'autre. Mais on verra bien. Je sais que la porte n'est pas fermée, en tout cas, et je serais toujours ravie. Quand je vais à Marseille, je passe une petite tête pour dire coucou. Mais je serais toujours ravie d'y retourner. On verra si un jour ils ont de l'inspiration pour mon personnage, surtout. Si tu veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission, celle vraiment concentrée sur l'école. Pour toi, ça commence un petit peu à remonter, mais est-ce que tu portes un regard sur l'école française aujourd'hui? Ayant étudié à Londres... Oui. Tu peux faire un comparatif. J'ai l'impression que ce qu'on considère comme la culture générale est quand même beaucoup plus complète. Je voudrais insulter personne. Et j'étais assez fière d'être dans une école en France. Oui. Okay. Où on commence tôt et on finit assez tard et on a une certaine exigence. Peut-être que ça vient de la danse classique aussi, mais je pense qu'on devrait attendre des résultats des enfants. Et en tout cas, les écoles que j'ai faites attendaient des choses de moi et j'avais cette espèce de responsabilité. Je tirais une espèce de fierté quand même, du coup, à avoir des bonnes notes. La bonne note était une vraie récompense. Et je ne sais pas si ça fait du bien à tous les enfants, mais j'étais contente qu'on nous apprenne beaucoup de choses, qu'on aille chercher nos intérêts. C'est surprenant que tu dis ça parce que plusieurs invités avant toi justement reprochaient la longueur des journées de l'école française et la masse finalement d'informations à assimiler pour les enfants. Oui. Et toi, en fait, t'en tires plutôt une fierté. Mais qu'est-ce qu'on ferait d'autre
Moi, j'allais tous les jours à 16h, 17h, en sortant de l'école de mes 8 heures de cours, j'allais à la danse pendant 1 heure ou 2. Donc, en plus, mes journées étaient encore plus longues que ça. Qu'est-ce qu'on est censé faire d'autre, sinon, quand on a... Justement, faire de la danse, peut-être l'après-midi, plutôt que d'avoir des journées encore plus longues. Oui, l'après-midi, mais après, on termine à 4 heures et on peut aller s'amuser au parc un petit peu et on met une petite heure de devoir. Mais après, on fait quoi? C'était plus pour reposer un peu... Sûrement. Moi, je sais que j'ai pas été construite comme ça. J'ai besoin d'avoir... Toi, ça te convenait? Ouais, j'ai besoin d'être stimulée. Moi, j'ai besoin qu'on me lance des informations. J'ai besoin. Et qu'est-ce que tu as vu justement à Londres de différent? Je suis passée pour une sacrée génie. C'est vrai? Ah oui, il y avait plein de choses qui me paraissaient normales, d'histoire de base ou de géographie ou de... Je sais pas, de culture générale. Sur laquelle j'étais clairement plus avancée que les autres. C'est énorme ce que tu dis. Donc finalement, pour toi, s'il fallait changer quelque chose dans le système français, tu trouverais quelque chose à changer? Peut-être pas des journées plus courtes, mais des cours plus courts. Le truc, c'est que là, maintenant, sur 55 minutes, généralement, on n'a pas toute l'attention. Il y a 15 minutes de discipline parce que les gens décrochent. Donc peut-être qu'en rendant les classes un peu moins longues, et peut-être les temps de pause entre les classes, histoire d'avoir le temps d'infuser un petit peu ce qu'on a appris. Pourquoi pas, c'est une première session. Si j'arrivais au ministère demain, je leur suggérerais. Et surtout, on ne nous l'a pas proposé encore ici, donc on retient. L'école du futur, tu la vois comment? Mixte, mélangée. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on essaye justement de faire des choix très jeunes, ce qui du coup regroupe les enfants par intérêt. Et je trouve ça dommage. Moi, pour le coup, j'ai été assez bousculée en arrivant d'horaires aménagés dans un lycée qui avait plein d'options. Mais du coup, on arrivait tous de quartiers différents, avec des options très différentes, avec des intérêts très différents, avec des origines très différentes. Et je pense que c'était ça vraiment la richesse du lycée par rapport à tout le reste de l'éducation. Donc, d'essayer de garder le plus possible les enfants ensemble, se nourrir les uns des autres, je pense. Pour le vivre ensemble, quoi. Parfait, Léonore. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Merci à toi de m'avoir invitée. Je t'ai harcelée pour t'avoir. Je suis là. Non, mais c'est vrai, je t'ai écrit régulièrement. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV. À bientôt.